Allons-y donc pour cette large table ronde qui nous permet de voir enfin réunis sur cette scène nos trois auteurs espagnols. Donc Kiko Herrero qui est là, que nous n'avons pas encore hissé sur cette scène et que nous retrouverons demain à 15h pour la rencontre qui est consacrée à son excellent roman Sauf qui peut Madrid, roman qui est paru chez POL et qui, vous le verrez, illustre d'une façon un tout petit peu différente et très originale et surtout très intéressante notre thème de la mémoire et du souvenir. Alphonse Selvet, je ne vous le présente pas, il a coupé les 2 oreilles et la queue hier après-midi dans une corrida triomphale. Malheureusement, il va parler ensuite de ça. Donc Georges Tiras qui nous accompagne, Victor del Árbol, que lui, on va retrouver ensuite à 17h, car vous n'en aurez pas assez. Et à 17h, on va parler avec lui d'abord du roman qu'il a rendu assez célèbre quand même en France, La tristesse du samouraï, et puis de son dernier roman, Toutes les vagues de l'océan, qui illustre à merveille nos préoccupations. Et donc Dominique Blanc avec Georges vont traduire les interventions. On est parti depuis hier, assez bien parti d'ailleurs, sur les traces de la mémoire historique dans la littérature contemporaine espagnole. On va continuer cet après-midi. Je voudrais juste dire quelque chose qui est une évidence, mais qui, pour ceux qui ne fréquentent pas forcément assidûment l'Espagne, est une chose plus lointaine. C'est que la société espagnole d'aujourd'hui est en crise assez profonde, une crise politique, une crise des institutions, une crise du paysage national, et que cette crise profonde se retrouve pájaro, un perro, un pájaro, bueno, se retrouve évidemment dans les débats publics. Et ce qui peut surprendre quand on est en Espagne, c'est la vivacité de ces débats, parfois même la violence. Alors certes, nous ici, on n'est ni à l'abri de la crise, ni à l'abri des débats assez violents. Nous, nos débats sur l'islam radical, sur Charlie, c'est assez violent. Mais la différence, c'est que ce débat-là qui sourd en Espagne et qui traverse toute la société, il concerne un point d'histoire récente qui permet ou pas de bâtir la société espagnole d'aujourd'hui et de demain. C'est donc très 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 important. Et je dis ça parce que on va peut-être retrouver là une certaine vivacité dans les paroles, dans ceux qui opposent les uns et les autres. Je vais poser la première question à Alphonse. Comme ça on ira donc jusqu'à 5h moins le quart et après reparler de cette récupération de la mémoire historique. L'expression en elle-même est importante. Récupération, ça veut dire qu'il a fallu aller la chercher quelque part où elle était enfouie, où elle était cachée. Et après ce premier mouvement, on se rend compte aujourd'hui que ce mouvement-là de récupération de la mémoire historique, il peut aussi servir la confusion et le mensonge. Est-ce que tu peux nous expliquer exactement ça ? Empezamos ya. Bien, pues, bueno, buenas tardes. Lo comentaba con Víctor estos días, lo que pasa aquí en la Gras es la primera vez que vemos que esto pasa en algún sitio. On faisait ce commentaire avec Victor tout à l'heure, ce qui se passe ici à la Gras, c'est la première fois qu'il se passe quelque chose de ce genre. Pensamos que igual, como hace muy mal tiempo, venís a refugiaros aquí. On s'est dit que c'est parce qu'il faisait très très mauvais que vous veniez en fait vous réfugier ici. En cualquier caso, no hay mejor refugio que los libros. Et en tout cas, il n'y a pas de meilleur refuge que les livres.
De verdad es un gozo enorme estar aquí con tanta gente y que encima lo que para nosotros en España es impensable es que paguéis para estar aquí. C'est vraiment un grand bonheur qu'il y ait tant de gens ici. Alors, et en plus, ce qu'on constate et qui n'est pas pensable en Espagne, c'est qu'en plus, pour être là, vous payez. En España dices, bueno, a la gente que venga se le pagará 3 euros y no vendrá nadie. En Espagne, on dit les gens qui viendront à la manifestation, on leur versera 3 euros chacun. Claro. Por 3 euros no vamos a oír a Víctor del Árbol, a Kiko Herrero y a Alfonso Cervera, ¿no? Parce que pour 3 euros, il n'est pas question d'entendre parler Víctor del Árbol, Kiko Herrero ou qui que ce soit. Bueno, entonces, la pregunta de Jean-Michel, lo primero es eso, ¿no? Deciros que de verdad que estamos encantados, que ver tanta gente aquí es una gozada, ¿no? Le enviaba un WhatsApp a mi hija con lo del puente y el pueblo tan bonito, y decía, cómo me gustaría estar ahí, ¿no? Es verdad, encima tenéis un pueblo precioso y como sois gente de otros pueblos, pues seguro que también. La pregunta de Jean-Michel. La primera cosa, recuperación de la memoria histórica. Primer error. No se puede recuperar algo que no ha existido. Alors pour répondre à la question de Jean-Michel, je fais abstraction du petit commentaire qu'il a fait auparavant, mais qui était vraiment un compliment sur votre présence et la beauté du village. Et donc pour en venir au fait et à la question sur la récupération de la mémoire, la première chose à dire, c'est qu'on ne peut pas récupérer quelque chose qui n'existe pas. Lo visteis, quienes estuvisteis anoche en el documental, utiliza tú esto, bueno, quienes visteis el documental anoche, visteis la figura del alcalde, Ceux d'entre vous qui ont pu voir le documentaire hier soir ont vu en particulier la figure du maire du village. Un alcalde que tenía el más absoluto desprecio frente a la iniciativa de recuperar las fosas comunes en España. El alcalde lo que hacía era despreciar, con mucha rabia además, ¿no?, el intento de recuperar los cuerpos de las fosas comunes. Ce que faisait le maire, c'était mépriser, avec une certaine forme de rage en plus, cette tentative de récupérer la mémoire par les habitants du village. ¿Por qué era importante y es importante la figura del alcalde en este documental? Et pour quelle raison cette figure du maire est-elle importante dans ce documentaire? Porque el alcalde es la institución. Parce que le maire représente l'institution. El alcalde es el Estado. C'est l'État. Y lo que en España no ha habido nunca es una seria política de Estado sobre la memoria histórica. Et ce qui n'a jamais existé en Espagne, c'est une politique sérieuse de récupération de la mémoire de la part de l'État. Nunca quiere decir, durante la dictadura es evidente que no se podía nombrar algo que tuviera que ver con la Segunda República. Jamais, ça veut dire que sous la dictature, d'abord, il était impossible de nommer quoi que ce soit qui eût un rapport avec la République. Después vino la transición y no era conveniente hablar de la memoria histórica. Ensuite est venue la transition démocratique et il n'était pas convenable de parler de la mémoire historique. Y después vinieron 16 años de gobierno del Partido Socialista Obrero Español que también consideró que no se tenía que hablar de la memoria histórica. Et ensuite, il y a eu 16 années de gouvernement du Parti socialiste ouvrier espagnol qui a considéré qu'il n'était pas non plus opportun d'évoquer cette question. Por lo tanto, no ha habido en España nunca un movimiento que hablara de la memoria histórica. Y por eso, hablar de recuperación es algo que no toca. O sea, recuperamos algo que hemos tenido. Et donc il n'y a jamais eu de politique de récupération de la mémoire en Espagne durant toute cette période, et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas parler de récupération de quelque chose qui n'a pas eu de véritable existence. Estamos intentando, desde la sociedad civil, desde las asociaciones, los escritores, los historiadores, estamos intentando construir esa memoria. Nous sommes en train d'essayer, depuis la société civile, depuis les historiens, les écrivains, les associations, nous sommes en train d'essayer de la reconstruire, cette mémoire. Estamos intentando contar cada uno, desde nuestro oficio, historiadores, escritores, testimonios, sociedad civil, contar
aquello que pasó hace tantos años. Nous sommes en train d'essayer de raconter, chacun depuis notre point de vue, notre métier, notre occupation, écrivain, journaliste, association, société civile, de raconter ce qu'était cette mémoire. Contarnos a nosotros mismos y a la gente que venimos de algún sitio. Nous raconter à nous-mêmes et aux gens d'où nous venons, qui nous sommes et d'où nous venons. Y que desgraciadamente, mi país, nuestro país, viene de muy atrás, pero sobre todo, hoy tenemos que decir que venimos del año 1931, cuando hay una segunda república legítima elegida por el pueblo. Et la question de savoir d'où nous venons, malheureusement pour notre pays aujourd'hui, la réponse est que nous venons de 1936, c'est-à-dire malheureusement... Tonta. No me ha querido decir en quién se está fijando por ahí, ¿no? Pero en alguien se está fijando. Es que no veo nada con las luces. El origen de la Segunda República es el 14 de abril de 1931. De ahí venimos mucha gente en España. Et donc nous venons de la Seconde République espagnole qui est née le 14 avril 1931. C'est de là que nous sommes nombreux à venir en Espagne. Por lo tanto, esta reivindicación de nuestros orígenes, ¿no?, es lo que muchísima gente andamos empeñados en España desde hace mucho tiempo. Et c'est dans cette revendication que nous sommes investis, beaucoup d'entre nous, en Espagne actuellement. Nos gusta pensar que venimos de esa tradición que en Francia conocéis también, que es el eslogan, digamos, del Estado, es de la República. Venimos de esa pelea por la libertad, por la igualdad y por la fraternidad. Venimos de ahí. Nous plaisons à penser que nous venons de cet ensemble qui constitue le slogan de la République française, liberté, égalité, fraternité. Y venimos de ese larguísimo silencio, insoportable silencio, que fue la dictadura franquista, que fue la transición y que prácticamente, como visteis ayer en la figura del alcalde, todavía seguimos sufriendo. Et nous venons également de ce long et douloureux silence qu'a été la dictature de Franco, qu'a été la transition, et qui, comme vous l'avez pu le voir à travers la figure du maire hier dans le documentaire, est quelque chose qui dure encore aujourd'hui. Y con nuestras novelas, ya acabo con la confusión que decía Jean Michel, con nuestras novelas lo que intentamos es al menos decir, yo vengo de ahí. Ce que nous essayons de faire avec nos romans, pour en finir de répondre à la question de Jean-Michel, c'est une tentative de dire, moi au moins je viens de là. Yo vengo de la derrota, y no lo digo con ni orgullo ni con satisfacción, es una putada la derrota en España. Moi je viens de la défaite, c'est quelque chose que je dis sans orgueil ni satisfaction, parce que c'est vraiment une saloperie de venir de la défaite. ¿Dónde está la confusión? La confusión es muy sencilla. Et où se trouve la confusion? Eh bien c'est très simple. Hay una serie de escritores que decimos con la cabeza bien alta y con nuestra escritura lo que os estaba diciendo, que venimos de ahí, de esa dignidad que el golpe de Estado fascista eliminó. Nous sommes une certaine quantité d'écrivains qui revendiquons le fait, la tête haute, de venir de cette dignité que j'ai évoquée auparavant. Y hay otra escritura cuyos nombres han salido aquí estos días, hay otra escritura, no los voy a nombrar otra vez, hay otra escritura que lo que dice es que ellos vienen de otro sitio. Et il y a un autre type d'écriture, ou d'autres écrivains que je ne vais pas nommer maintenant, qui ont été évoqués par ailleurs, qui eux viennent d'ailleurs, d'un autre endroit. Yo reivindico esa dignidad derrotada, esa nobleza derrotada. En ce qui me concerne, je revendique cette dignité défaite, cette noblesse défaite. Y estos escritores lo que reivindican es que precisamente en esa derrota no hubo ninguna dignidad. Et ce que ces écrivains-là revendiquent, c'est que précisément dans cette défaite, il n'y a eu aucune dignité. Lo dicen con confusión, porque no se atreven a decir esta barbaridad tan grande. Ils le disent de façon confuse, parce qu'ils ne prennent pas le risque de dénoncer clairement cette espèce de barbarité immense. Y esta es la confusión. Et c'est ça la confusion.
una gente que reivindicamos construir esa memoria de la dignidad. Des gens qui revendiquons la construction de cette dignité. Y otra gente que lo que reivindica es la dignidad precisamente de quienes derrumbaron la Segunda República. Et d'autres gens qui revendiquent, eux, la dignité d'avoir renversé la République. Hay una, y acabo ya con esto, hay una película extraordinaria que se titula Las bicicletas son para el verano. Il y a un film extraordinaire dont le titre est Les bicyclettes sont pour l'été, mais je ne sais pas si c'est un titre attesté, je ne suis pas sûr. Es una película extraordinaria de Fernando Fernán Gómez que C'est un très beau film de Fernando Fernán Gómez cuenta la guerra en Madrid durante el asedio fascista. qui raconte la guerre à Madrid pendant le siège de la ville. Y al final de la guerra, el padre republicano va paseando por las ruinas de Madrid con su hijo adolescente. Et à la fin du film, le père républicain se promène dans les ruines de la ville avec son fils. Y el hijo le dice, papá, ahora mamá sí que estará contenta porque por fin ha llegado la paz. Et le fils lui dit, papa, maintenant, maman va être très heureuse parce que enfin la paix est arrivée. Y el padre, muy triste, le dice, Luisito, lo que ha llegado no es la paz, lo que ha llegado es la victoria. Et le père, avec tristesse, lui dit, Luisito, ce qui est arrivé, ça n'est pas la paix, c'est la défaite. Esa victoria... C'est la victoire. Mais, oui, mais c'est un lapsus qui dit la même chose quand même. Ça dépend. C'est la défaite. Esa victoria es la que vimos ayer en la figura del alcalde en el documental. Et c'est cette victoire qu'on a vue hier à travers la figure du maire dans le documentaire. Es decir, escritores, testimonios, historiadores, sociedad civil en España, no tenemos ese apoyo imprescindible que es el Estado. Autrement dit, nous n'avons pas, nous, les écrivains, les journalistes, la société civile, cet appui absolument indispensable qui est celui de l'État. Por lo tanto, aquella terrible victoria todavía sigue y es lo que alguna gente estamos intentando combatir. Et c'est donc par conséquent cette victoire-là qui est toujours en vigueur et que quelques-uns d'entre nous essayons de combattre. Je vais poser la même question à Victor, avec une autre chose un peu plus compliquée, mais que moi je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que le Parti socialiste ouvrier espagnol, le PSOE, Alphonse dit que lorsqu'ils ont été au pouvoir si longtemps, ils n'ont rien fait pour la mémoire historique. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont rien fait? Parce qu'ils auraient très bien ils auraient très bien pu se bâtir leur propre légende et tout. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont rien fait? Bonjour à tous. Je comprends bien le français, mais je préfère de parler en espagnol parce que la question c'est un peu compliquée. Voy a intentar ser breve, voy a intentar ser conciso y voy a intentar ser sencillo en lo que quiero decir. Je vais répondre, donc je vais essayer d'être bref et d'être simple dans ce que je vais dire. Alfonso dice que hay una serie de escritores que vienen de la derrota. Alfonso dit qu'il y a des écrivains qui viennent de la défaite. Y es cierto. Et c'est sûr, c'est vrai. Pero yo soy de otra generación. Mais moi, je suis d'une autre génération. Soy más joven. Je suis beaucoup plus jeune. No, quiero decir que, y esto lo hemos discutido mucho, yo soy de 1968. Nous en avons beaucoup parlé ensemble. Moi, je suis né en 1968. Eso quiere decir que yo soy de la última generación del franquismo. Ça veut dire que je suis de la dernière génération du franquisme. Cuando yo nazco, España es franquista. Quand je nais, l'Espagne est franquiste. No solo es franquista políticamente, es franquista, y esto es muy importante que lo entendáis, sociológicamente. Mais elle n'est pas simplement franquiste politiquement, elle est aussi sociologiquement, et c'est très important de le noter.
¿Por qué? Porque la guerra es una cosa lejana. Parce que la guerre, c'est quelque chose de lointain. Los años de la represión más dura es una historia pasada. Les années de la répression la plus dure, c'est une histoire qui est passée. Y a partir de los años 60, cuando llega al gobierno, lo que le llamamos el gobierno de los tecnócratas del Opus, Et à partir des années 60, quand arrive au pouvoir, au gouvernement, ce que nous appelons le gouvernement de l'Opus Dei, se instaura en España lo que llamamos la dicta blanda. s'installe ce qu'on appelle la dicta blanda, jeu de mots sur dictature et dicta molle. El régimen franquista ya poco a poco se va incorporando digamos, al estatus internacional, empieza a ser aceptado a nivel internacional como una cosa aceptada, digamos, ya implantada. Oui, le régime franquiste s'intègre au niveau international, à la société internationale européenne, comme quelque chose de plus normal. Como suele ser muy habitual, Europa hace con España, con el régimen franquista, aplica una política de aceptación por olvido. Et comme il est habituel en Europe, on intègre l'Espagne en acceptant l'oubli. Por tanto, cuando yo nazco, bueno, pues que Franco sea el caudillo de España es lo más normal del mundo. Et donc moi, quand je suis né, que Franco soit le caudillo d'Espagne, c'est une chose tout à fait normale. En las pesetas de la época sale la cara de Franco y pone caudillo por la gracia de Dios. Et même à mon époque, sur les pièces de monnaie, il y a le visage de Franco avec caudillo par la grâce de Dieu. Es decir, no existe el divorcio, la gente hace la comunión, la vida de la Iglesia está presente en la vida cotidiana de una forma totalmente normal y aceptada. Il n'y a pas de divorce, tout le monde fait la communion, et vivre dans les conditions que pose l'Église, c'est tout à fait normal pour tout le monde. Por tanto, yo nazco en ese contexto. Et moi, je suis né dans ce contexte-là. De normalidad. De normalité. ¿Qué pasa? Que cuando tengo 14 años, bueno, el recuerdo yo tengo de la muerte de Franco es que ese día no hubo colegio. Moi, quand la mort de Franco, je m'en souviens, j'étais au lycée. Entonces yo pensé, pues está bien que se muera Franco. Ben, c'est bien que Franco soit mort. Porque claro, tenía 7 años, no entendía nada, ¿no? Oui, j'étais donc à l'école primaire. J'avais 7 ans, pardon, et ça ne posait aucun problème. Pero, ¿qué pasa? Cuando el 23 de febrero de 1981, yo tengo 14 años. Et par contre, le 23 février 1981, moi, j'avais 14 ans. Ya tengo capacidad para entender lo que está pasando. J'avais la possibilité de comprendre ce qui était en train de se passer. Y os lo voy a ejemplificar con una cosa muy sencilla, un ejemplo, una experiencia personal. Et je vais vous dire ça de manière très simple, grâce à une expérience personnelle. Cuando se está votando la nominación de Calvo Sotelo en el Parlamento. Quand le Calvo Sotelo reçoit la majorité au Parlement. Bueno, más o menos, sí. Y, la nomination, non. Calvo Sotelo est investi par le Parlement. Sí, eso, ¿no? Entonces, evidentemente, la televisión española está allí. La televisión española est là. Con lo cual, cuando Tejero irrumpe en el Congreso, es el primer golpe de Estado en directo. Et donc la télévision est là, et quand le colonel Tejero, donc, qui fait son coup, rentre dans le Congrès des députés, il y a une irruption dans le Congrès des députés, la télévision est là, et pour la première fois, on le voit en direct. Claro, pensad, situaros sociológicamente, en 1981 solo hay 2 canales de televisión. Et imaginez-vous qu'en 1981, il y a 2 chaînes de télévision seulement. Y en los 2 canales de televisión solo daban eso. Et dans les 2 chaînes, sur les 2 chaînes de télévision, c'était le seul programme, l'irruption de Tejero, le pistolet à la main. Con lo cual todo el mundo lo estaba viendo. Et tout le monde l'a vu. Entonces, yo, claro, me quedo así, digo, joder, están pegando tiros en el Congreso. Digo, bueno. Ah merde, qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de tirer à l'intérieur de la Chambre des députés. Y enseguida, en mi casa, hubo como un conciliábulo. Mis abuelos paternos vinieron a casa. Mi padre, que estaba trabajando, dejó de trabajar y vino a casa y se reunieron todos en torno a la Et televisión. donc, chez moi, il y a eu une sorte de conciliabule, tout le monde s'est réuni, mes grands-pères sont venus chez moi, et mon père, qui était en train de travailler, a abandonné son travail et s'est retrouvé avec eux.
Y es la primera vez en mi vida, la única vez en mi vida que yo he visto a mi abuelo llorar. Et c'est la première fois de ma vie où j'ai vu mon grand-père pleurer. Y no decía el por qué, eso decía otra vez, otra vez, otra vez. Et encore, et encore, et encore. Bueno, por la mañana, por esa misma tarde, a las 8 de la tarde, mi madre me mandó a comprar un paquete de azúcar al colmado que teníamos delante de casa. Et à 8 heures du soir, ma mère m'envoie acheter un paquet de sucre. Frente de casa. Ah, en face de la maison. Quiero decir, no, es importante. No, c'est important de noter es que c'est en face importante de la maison. porque el señor que tenía ese colmado era conocido de toda la vida de mi familia. Et parce que la personne qui tenait ce magasin était très connue de ma famille. Bueno, pues yo voy al colmado, le pido, Vicente, dice mi madre que me dé usted un paquete de azúcar. Et donc j'y vais, je lui dis, Vicente, ma mère me demande que tu me donnes un paquet de sucre. Y Vicente está muy nervioso y me dice, no, no tengo azúcar. Et Vicente est très nerveux, il me dit, non, 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 je n'ai pas de sucre. Y yo miro las estanterías y Et moi, je regarde, todo lleno de azúcar. je regarde les étalages et tout était normal. Je ne comprends rien, no entiendo nada, perdón. No entiendo nada, digo, bueno, pues me voy para casa. Y cuando voy a salir por la puerta, Vicente me dice, espera un momento. Et donc, je suis étonné, puis je reviens chez moi, et au moment où je vais franchir le seuil, Vicente me dit, attends un peu. Coge un paquete de azúcar, me lo envuelve en papel de estraza. Il prend un paquet de sucre, il me le met dans un papier craft. Me lo da y le dice, dile a tu madre que no diga que yo le he vendido este paquete de azúcar. Va voir ta mère et dis-lui que... Et ne lui dis pas que c'est moi qui t'ai vendu ce paquet de sucre. Yo voy a casa y inmediatamente cierra la persiana. Je vais à la maison et immédiatement, il ferme le rideau de son magasin. Llego a mi casa y le explico a mi madre esto. Je vais chez moi, je dis ça à ma mère. Y mi madre se pone a llorar. Et ma mère se met à pleurer. Y mi abuelo se empieza a cagar en Dios. Et mon grand-père se met à cagar en Dios. Sí. Y bueno, en ese momento yo me di cuenta de lo que pasaba. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte de ce qui se passait. En ese momento yo entendí lo que dice Alfonso, lo que es la derrota. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris ce que pouvait être la défaite. Pero algo más importante, en ese momento me di cuenta de lo que significa el miedo. Et à ce moment-là, c'est encore plus important, j'ai compris ce que signifiait la peur. Hasta ese momento, yo en mi casa nunca había oído hablar de política. Chez moi, jusqu'ici, j'avais jamais entendu parler de politique à la maison. Yo no tenía ni idea de que mi bisabuelo murió en Badajoz. Moi, je n'avais aucune idée du fait que mon arrière-grand-père était mort à Badajoz. No tenía ni idea de que mi abuelo era sindicalista. Je n'avais aucune idée du fait que mon grand-père était syndicaliste. ¿Qué significa todo esto? Que yo, a diferencia de Alfonso, no soy de la generación de la derrota, soy de la generación del silencio. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à la différence d'Alphonse, je ne suis pas de la génération de la défaite, mais de la génération du silence. ¿Por qué ese hombre me escondió el paquete de azúcar? Pourquoi cet homme a l'obligation de cacher ce paquet de sucre, de l'envelopper? Porque todo el mundo pensaba que venía otra vez la guerra civil. Parce que tout le monde pensait que la guerre civile avait recommencé. Y en la guerra civil, sobre todo la guerra civil española, es una guerra muy ideológica. Et la guerre civile, et en particulier la guerre civile espagnole, est quelque chose d'idéologique. Pero hay una cosa que está por encima de la ideología, que es el hambre. Et il y a une chose qui est au-delà de l'idéologie, et c'est la faim. Entonces ese señor lo único que quería era guardar la comida para él y para su familia. Et la seule chose que voulait cet homme, c'était garder tout ce qui se mange pour lui et pour sa famille. Quiere decir que mi camino hasta llegar, o mi necesidad de entender, luego de hacerme historiador, de estudiar historia, de escribir sobre la memoria, es otro camino distinto, pero que va a parar al mismo sitio. Et mon parcours à moi, qui est passé par quelques études d'histoire, mais qui est ce parcours vers l'histoire, est un parcours différent. Con esa mentalidad, cuando yo escribí Tous les vagues de l'océan, estuve en el sur de Francia, estuve investigando bastante tiempo. Donc avec cette mentalité, quand j'ai écrit Toutes les vagues de l'océan, j'étais dans le sud de France. Dans le sud de la France, je faisais des recherches. Porque a mí lo que me interesaba era el tema del exilio. Ce qui m'intéressait, c'était le thème de l'exil. Y tuve la ocasión de entrevistar a Lluís Llopis, el hijo de Rodolfo Llopis. Et j'ai eu l'occasion d'interroger Lluís Llopis, le fils de Rodolfo Llopis. Rodolfo Llopis, para los que no lo sepáis, fue el último ministro de Manuel Azaña y
el representante de la República aquí, en Francia, en Europa. Luego en México fue otro, pero aquí fue Rodolfo Llopis. Rodolfo Llopis fue le dernier ministre d'Assagne, le dernier président de la République, et il s'était réfugié en France. Ici. Y acabo con esto, rápido. En Toulouse. En Toulouse. A Toulouse. Sí. Bueno, y voy a la cuestión, que es la misma, es cuando llega la democracia, en el Congreso, después del Congreso de Sourans, Felipe González le coge la Secretaría General a Rodolfo Llopis. Et quand arrive la démocratie, au premier congrès, sur Rennes, sur Rennes, Felipe González a pris la place de Rodolfo Llopis. Bien. Cuando Rodolfo Llopis va a hacer campaña a España. Quand Rodolfo Llopis avait fait la campagne en Espagne. Sí, desde Francia él va a España a hacer mítines. Il repart de France, il va en Espagne, il participe au meeting. No lo conoce nadie. Personne ne le connaît. Nadie sabe quién era Rodolfo Llopis. Personne ne sait qui est Rodolfo Llopis. Y los primeros que lo ningunean Et les premiers qui l'ignorent son los socialistas del interior, son los socialistas de España. Ce sont les socialistes de l'intérieur, les socialistes d'Espagne. ¿Por qué? Porque alguien ha dicho esta mañana con un acierto que me parece magnífico que una parte de la transición española es que la izquierda cede un poco para ganar mucho. Oui, quelqu'un a dit ce matin, et il avait tout à fait raison, que la gauche espagnole a cédé beaucoup pour avoir un peu pour gagner un peu, a perdu beaucoup pour gagner un peu. ¿Sí? Y lo que hace Felipe González, el gran... Bueno, me voy a callar. Lo que hace Felipe González es eso, es decir, renunciar al pasado para conquistar el futuro. Ce qu'a fait Philippe González, c'est renoncer au passé pour conquérir le futur. Y si se tiene que sacrificar a los líderes históricos, se les sacrifica. Et s'il faut sacrifier pour cela les leaders historiques, eh bien on les sacrifie. El PSOE en 1982 asume el poder renunciando a la ideología a cambio del pragmatismo. Et en 1982, le PSOE arrive au pouvoir, il renonce à l'idéologie, il le remplace par le pragmatisme. Y esto es así. Et c'est comme ça. Porque si vosotros os acordáis, bueno, vosotros sois muy jóvenes todos, pero... Vous êtes très jeune, mais si vous vous en souvenez quand même... Una de las primeras batallas ideológicas post-transición... Une des premières batailles idéologiques d'après la transition... Es el ingreso de España en la OTAN. C'est l'entrée de l'Espagne dans l'OTAN. ¿Sabéis quién abanderaba el no a la OTAN, no? Et savez-vous qui était en tête qui hissait le drapeau du non à l'OTAN? El antibelicismo. À l'antibellicisme. El PSOE de Felipe González. Le Parti socialiste de Felipe González. Decían OTAN de entrada, no. Era el eslogan. OTAN de entrada, no. L'OTAN y entrée, no. Bien. ¿Sabéis quién nos metió en la OTAN, no? Et vous savez qui nous a mis dans l'OTAN? Felipe González. Felipe González. Y creo que así se explica un poco el por qué se renuncia a... Con la excusa de no reabrir heridas, en realidad lo que se está haciendo es borrón y cuenta nueva. Donc cela explique pourquoi. Et avec cette idée qu'il ne faut pas réouvrir les blessures, mais en fait les blessures restent ouvertes. Maintenant, on va passer à un point de vue un peu différent, enfin en tous les cas du point de vue de la géographie. Kiko Herrero est né en 1962 en Espagne, on parlera de ça longuement demain, et il est parti en 85 en France. Donc depuis 30 ans, vous vivez à Paris, éloigné de l'Espagne, vous allez nous dire dans quel éloignement. La question elle est très simple, comment est-ce que tous ces débats très forts, très vifs et très importants qui parcourent la société espagnole, quelle distance vous avez par rapport à ça? Justement, je me posais cette question tout en les écoutant, parce que en fait, je suis venu ici sans connaître vraiment le thème, ni savoir. Je connaissais un peu, j'avais entendu parler
d'Alphonse et de Victor, mais sans avoir lu leurs œuvres, ni connaître non plus leur intérêt sur la mémoire, sur la guerre, sur l'après-guerre. Donc, du coup, je vais parler en réfléchissant sur le coup. Donc, ce qui est certain, comme tu as dit, Dominique, je suis parti de l'Espagne en 85, donc je devais avoir 23 ans, 25 ans, je ne sais plus. Et j'ai vraiment oublié l'Espagne. J'ai jamais plus lu ni Le País, ni je me suis réuni avec d'autres Espagnols, comme j'en avais des amis qui se réunissaient tous les dimanches pour manger du chorizo, goûter des tortillas de patatas, boire du Rioja, partager du loto de Noël, des choses comme ça. En fait, j'ai fait un peu un trait un peu personnel, un peu comme l'Espagne a pu le faire d'une façon générale. Ben, je l'ai fait un peu individuellement. J'ai oublié le passé et même le pays. J'ai commencé à vivre en France en pensant un peu que j'étais un Européen, en fait, sans y réfléchir. J'étais plus préoccupé pour m'amuser ou pour je faisais des performances ou des choses comme ça, que de réfléchir à mon passé. Qu'est-ce que je pourrais dire entre les deux visions, de celle d'Alphonse qui est quelques années plus vieux que moi et celle de Victor qui est un peu plus jeune? Je suis entre les deux. Moi, quand Franco est mort, j'avais 13 ans. C'est-à-dire Franco est mort quand je devenais un adolescent. Donc j'ai connu l'enfance pendant Franco, mais la fin du franquisme, donc un franquisme décadent où c'était déjà plus souple, et j'ai vécu à 13 ans, j'ai vécu comment est-ce qu'on disait, la transition comme une libération. Et évidemment, à cet âge, pour moi, ça a été très important. Je pense que tout le pays est tombé dans une folie, pas une folie dans le bon sens, politisée. On était tous communistes, socialistes. L'émission la plus regardée, peut-être, c'était les débats à l'Assemblée nationale, où les deux chaînes allaient passer. Tous les enfants imitaient Carrillo, ils imitaient Suarez, tout le monde. Il y avait un vrai goût pour la politique. Et c'est vrai qu'avec les socialistes, pour moi, par exemple, un jour inoubliable, pareil que pour toi, avec le sucre, c'est quand Carrillo, qui était le secrétaire du Parti communiste espagnol, qui déjà s'était fait arrêter avec une perruque à l'aéroport. Bon, déjà, il était entré avec un mauvais pied. Il s'est fait une photo avec le drapeau national, le drapeau de couleur. Donc là, ce jour-là, j'ai compris que, en fait, on oubliait et on repartait pour des nouvelles, en fait. Donc, quoi d'autre? Sinon, la mémoire, qui est le thème, en fait, 30 ans après être parti, sans y avoir trop réfléchi, tout en y réfléchissant, comme tout le monde peut y réfléchir, à la mémoire, à l'histoire de mon pays, je pense que Alphonse et Victor se centralisent trop, et les Espagnols se centralisent trop sur le franquisme et la guerre civile. Et moi, avec une perspective plus longue, je pense qu'il faut carrément se référer au début du 19e siècle, avec le retour de Fernando VII. Je vais paraître peut-être un peu trop ennuyeux, mais pour moi c'est très important quand le peuple espagnol acclame Viva el rey absolutamente absoluto, vivan las cadenas. Ça, c'est le début de la fin, le début de l'histoire de l'Espagne, dans laquelle j'inclus le franquisme, j'inclus les coups d'État de Primo de Rivera, je ne me rappelle plus, en fait, toute l'Espagne noire qui nous domine jusqu'à présent. Donc déjà... On va repartir sur la littérature. Je ne sais pas si on s'en est éloigné. On pose souvent la question, ici en tous les cas dans les banquets, je crois qu'on doit la poser au moins une fois par banquet, c'est à quoi sert la littérature? Qu'est-ce que peut la littérature? Quand le monde a envie de changer le monde, est-ce que la littérature peut quelque chose? Et là, je voudrais revenir sur cette troisième voie là, qui est en train de se développer en Espagne.
la littérature, elle peut amener à la vérité, à l'intelligence, à la lumière. Elle peut aussi amener au contraire. Et aujourd'hui, des écrivains donc qu'on a choisi de ne pas nommer, en Espagne, travaillent sur ce projet qui est de semer la confusion, de dire qu'au fond, si tous les morts se valent, c'est parce que tous les engagements se valaient, que l'on soit engagé du côté républicain ou du côté fasciste, ben, après tout c'est pareil, c'est la même folie qui nous avait pris, on essaye un peu de tout niveler par le bas et de tout noyer dans la cendre, quoi, en gros. Et vu d'ici, vu de France, la confusion est assez grande parce que les débats qu'il y a aujourd'hui en Espagne, très vifs, autour des livres de Javier Cercas ou d'Andrés Trapiello, ils n'ont pas lieu en France. Ce qu'on lit, quand on lit les histoires de Cercas, c'est peut-être un point de vue un peu différent, mais ça n'amène pas des débats aussi forts. D'une certaine manière, je parle avec beaucoup de prudence, il y a quelques pages dans notre dernier prix Goncourt, dans le roman de Lydie Salvert, qui a été unanimement salué en France, il y a 2 ou 3 pages qui sont extraordinairement ambiguës de ce point de vue-là, du point de vue de tous se valer. Et ça ne fait pas débat ici, quoi. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est comment ça fait débat en Espagne. Voilà. Donc Alphonse, on va refaire le tour. Qui veut? Alphonse. Víctor. Bueno, yo quiero decir en primer lugar que yo no considero que la literatura, como el arte en general, tenga que ser un espejo de la realidad. Moi, je dois dire, avant de commencer, que pour moi, la littérature, pas plus que l'art en général, ne doit être considérée comme un miroir de la réalité. La literatura, la que a mí me interesa, es, como decía Mayakovsky, la que rompe la realidad. Et moi, la littérature qui m'intéresse, comme disait Mayakovsky, c'est celle qui brise la réalité. Es decir, la que golpea la realidad para ver qué hay detrás de la apariencia. Celle qui brise la réalité pour voir qu'est-ce qu'il y a derrière l'apparence. Entonces, en España vivimos una crisis que no es solo económica. Et en Espagne, nous vivons une crise qui n'est pas seulement économique. Vivimos una crisis social. Nous vivons aussi une crise sociale. Vivimos una crisis de valores. Nous vivons une crise de valeurs. Y eso se traslada a la manera de interpretar la literatura. Et ça se retrouve dans la manière d'interpréter la littérature. Cada época necesita sus referentes culturales. Chaque époque a besoin de références culturelles. Pero como vivimos en un tiempo de confusión, Mais comme nous vivons dans un temps de confusion, los referentes se vuelven confusos. les références elles-mêmes deviennent confuses. La literatura en España, la literatura de la memoria histórica, aunque yo no estoy muy de acuerdo con este concepto, pero La littérature en Espagne, disons la littérature de la mémoire historique, bien que je ne sois pas tout à fait d'accord avec ce concept, pero eso es otro mais debate. c'est autre chose. Se instrumentaliza en función de su interés ideológico. Et elle est instrumentalisée en fonction de son intérêt idéologique. Entonces, desde mi punto de vista, hay 2 maneras de enfocar el tema de la memoria histórica en la literatura española hoy en día. Et donc pour moi, il y a 2 façons de poser le problème de la littérature et de la mémoire historique aujourd'hui même. Una es utilizar el contexto histórico de la guerra civil y del franquismo como una especie de Far West que alguien me dijo, donde todo es posible. Donc la première manière, c'est d'utiliser tout ce qui concerne la guerre civile, le franquisme, comme une sorte de toile fond de Far West, comme m'a dit quelqu'un. Donde todo es posible. Où tout est possible. Es decir, entonces eso se acaba convirtiendo en un cliché. Tout ça se termine en fait par... Tout ça finit par devenir un ensemble de clichés. Y una especie de pornografía emocional. Et une sorte de pornographie émotionnelle. Donde lo que se busca es provocar la emoción superficial. Donc ce que l'on recherche, c'est de provoquer une émotion superficielle a través de lo anecdótico. À travers des anecdotes. Se explica el exilio, por ejemplo, de los españoles. Se coge una persona que lo pasa muy mal, todos lloramos mucho, pero eso no deja nada.
Par exemple, sur la question de l'exil, on prend un personnage qui souffre beaucoup, tout le monde pleure et ça ne nous mène à rien. ¿Es así? C'est comme ça. Y eso es muy pernicioso, Et ça, c'est très pernicieux. porque es inocuo. Parce que ça... Es inocuo, no sirve para nada. Non, oui, je trouve pas le mot, ça ne sert à rien. Y luego hay otra forma de afrontar la literatura de la memoria histórica, que es ir a través de la literatura a entender las causas y las consecuencias de la dictadura, de la guerra civil, del franquismo y de la transición. Et une autre manière de concevoir cette littérature de la mémoire, c'est d'aller essayer de comprendre les causes qui ont conduit à la guerre civile, à la dictature et au franquisme. Y a la transition. Y que no se busca hacerlo desde una manera maniquea o superficial. Et qu'on ne cherche pas à le faire de manière manichéenne ou superficielle. Sino que es realmente una verdadera voluntad de exploración. Et c'est au contraire une vraie tentative d'exploration, une volonté d'exploration. El problema de explorar es que a veces encuentras cosas que no te gustan. Et le problème quand on veut explorer, c'est qu'on peut trouver des choses qui ne nous plaisent pas. Y que la simplicidad no existe en una problemática como es la memoria histórica. Et la simplicité, ça n'existe pas. Les choses ne sont jamais simples dans quelque chose comme la mémoire historique. No sirve el discurso de los buenos y los malos. Le discours sur les bons et les méchants ne sert à rien. Pero sobre todo lo que no sirve es la relativización de lo que es bueno y lo que es malo. Et ce qui sert encore moins, c'est de relativiser en permanence ce qui est bien et ce qui est mal. Porque cuando se banaliza el tema de la guerra civil, por ejemplo, Quand on banalise le thème de la guerre civile, par exemple, se acaba diciendo que bueno, es que los muertos están, voilà, on finit par dire, les morts, ils sont morts, et puis voilà. que la guerra es la guerra, La guerre, c'est la guerre, y bla 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 et bla bla bla. blablabla, blablabla. Sí. En la pregunta que hace Jean-Michel no me voy a limitar a hablar de la literatura de la memoria histórica. Après la question qu'a posée Jean-Michel, moi je ne vais pas me contenter de parler de la littérature de la mémoire historique. Ya hace mucho tiempo que dejé de prestar atención precisamente a esa confusión que decía. Il y a longtemps que j'ai cessé de prêter attention à cette confusion que tu évoquais. Solo que cuando hay un coloquio como este u otros parecidos, evidentemente tienes que estar en el debate, en la discusión. Sauf que, évidemment, quand il y a une rencontre comme celle d'aujourd'hui, le thème doit se retrouver dans le débat, dans la discussion. Pero mi tiempo de cada día lo dedico a otras cosas que de verdad son mucho más interesantes. Mais le temps que j'ai à passer chaque jour, je le consacre à d'autres choses qui sont véritablement plus intéressantes. Yo antes hablaba de que en el territorio de la memoria histórica, si os acordáis, hablaba de historiadores, de escritores, de testimonios, pero hablaba sobre todo de lo que llamamos sociedad civil. Si vous faites un effort de mémoire, vous vous rappellerez que lorsque j'évoquais tout à l'heure la mémoire historique, je parlais d'historiens, d'écrivains, de journalistes, etc. Mais surtout, je parlais de ce que l'on appelle la société civile. Y mi dedicación fundamental, mi tiempo fundamental, dedicado a la memoria histórica, dedicado a la crisis, como decía Jean-Michel, esa parte de la literatura. Et le temps dont je dispose et que je consacre à d'autres choses, je le consacre à d'autres choses qui sont à part de la littérature. Porque hay algo que es importante que hablemos en este foro. Parce qu'il y a quelque chose qu'il est important qu'on évoque dans ce forum. Y cuando yo digo que por una parte está mi activismo ciudadano, mi activismo civil, y por otra parte mi trabajo de escritor, lo quiero aclarar. Et donc ce que je dis, c'est qu'il y a d'une part mon activisme civil, mon engagement de citoyen, et d'autre part mon travail d'écrivain. Yo no distingo entre el escritor y el ciudadano. Je ne fais pas la distinction entre l'écrivain et le citoyen. Mis novelas son novelas de intervención.
Mes romans sont des romans d'intervention Mis artículos periodísticos son artículos de intervención. et mes articles de presse sont également des articles d'intervention. Mi propia vida es una vida de intervención. Et ma vie tout entière est une vie d'intervention. Pero sí que hay algo que quiero destacar y que todavía no hemos hablado aquí porque el tema principal es la memoria histórica. Mais il y a quelque chose que je veux souligner, que nous n'avons pas encore évoqué ici, parce qu'effectivement, le thème est celui de la mémoire historique. Y es de la escritura, Et ce dont je veux parler, c'est de l'écriture, de la literatura a secas, de la littérature tout court, de memoria histórica o de lo que sea. littérature de mémoire historique ou de quoi que ce soit. Y el escritor escribe. Et l'écrivain, il écrit. Viene muy de acuerdo con lo que estamos hablando, ¿no? Estos días, una magnífica frase de Juan Carlos Onetti. Il y a, en accord avec tout ce que nous avons évoqué ces jours-ci, une phrase absolument magnifique de l'écrivain Juan Carlos Onetti. Juan Carlos Onetti, que es un uruguayo magistral, ¿no? Descreído, cínico. Juan Carlos Onetti est un écrivain uruguayen, sans foi ni loi. Cínico con los cínicos. Cynique avec les gens cyniques. Le hacía una entrevista Ramón Chao para la televisión francesa a Juan Carlos Onetti. Il était un jour interviewé par Ramón Chao pour la télévision française. Ramón Chao es uno de nuestros periodistas españoles ilustres que estuvo en Francia todo su tiempo. Ramón Chao est l'un de nos journalistes les plus fameux qui a vécu toute sa vie immigré en France. Que para muchos de nosotros es una referencia moral, periodística, intelectual, de todo tipo. Et pour beaucoup d'entre nous, Ramón Chao est une référence morale, intellectuelle, une référence de tout type en fait. Y un día, hago un paréntesis simpático, en París me decía, manda cojones que yo sea ahora el padre de Manu Chao. Cuando tenía que ser él el hijo de Ramón Chao, ¿no? Et un jour, on s'est rencontrés à Paris, c'est une parenthèse que j'ouvre, et il m'a dit... Manda cojones. Ya. Eh bien, voilà. C'est dur à avaler quand même d'être le père de Manu Chao, alors que ça devrait être normalement Manu Chao, qui est le fils de Ramón Chao. Le decía, Juan Carlos Onetti le decía a Ramón Chao en esta entrevista que había dos tipos de escritores. Et Juan Carlos Onetti disait à Ramón Chao au cours de cet entretien pour la télévision qu'il y avait deux types d'écrivains. Los escritores que quieren ser escritores. Les écrivains qui veulent devenir écrivains. Y los escritores que escriben. Et les écrivains qui écrivent. Y que él se sentía de los segundos y no de los primeros. Et que lui se sentait appartenir à la seconde catégorie et non à la première. El escritor que quiere ser escritor es un imbécil. L'écrivain qui veut devenir écrivain est un imbécile. El escritor lo que hace es cada día cumplir con ese oficio tan maravilloso que es escribir. L'écrivain, ce qu'il fait, c'est se soumettre chaque jour à cet exercice merveilleux qu'est l'écriture. Como decía una gran amiga mía y extraordinaria poeta española que se llama Olvido García Valdés. Comme le disait une de mes grandes amies, qui est en même temps une merveilleuse poétesse, qui s'appelle Olvido García Valdés. Ella dice, escribir es el camino que no lleva a ninguna parte. Elle disait, écrire, c'est le chemin qui ne mène nulle part. A esto iba para explicar lo que yo decía de cómo me planteo yo ese oficio de escribir. Et donc c'est ce que je voulais dire en évoquant le fait de... El oficio de escribir. Comment j'aborde le métier d'écrivain. Porque hay ahí, Víctor lo decía y pensamos en eso pues igual, ¿no? Lo que sería la ética de la escritura, la historia que cuentas, desde dónde la cuentas, esto es un nivel. Parce qu'il y a ce qu'évoquait Victor, qui peut se dire souvent d'où tu écris. Sí,
desde dónde escribimos, desde qué intención. D'où est-ce que l'on écrit, avec quelle intention, pour aller où? Pero independientemente de que esto es algo que tenemos que seguir a rajatabla, ¿no? El ser honestos, el ser decentes. Et indépendamment du fait que c'est être honnête, être décent dans notre travail d'écriture est quelque chose que nous devons respecter coûte que coûte. Yo contemplo, hablo de mí, claro, hablo de mí, contemplo un tipo de escritura que intento mantener desde siempre. Moi, je cultive, je parle de moi vraiment, je cultive un type d'écriture que j'essaie de conserver depuis toujours. Primero, como yo decía ayer, el novelista escribe de lo que no sabe. Et donc, comme je le disais hier, d'abord, il faut dire que le romancier est quelqu'un qui écrit sur ce qu'il ignore. Pero ese es el primer nivel. Escribo de lo que no sé. Ça, c'est le premier niveau. J'écris sur ce que je ne connais pas. Para ver si poco a poco, novela a novela, voy aprendiendo. Pour voir si peu à peu, roman après roman, je vais apprendre. Pero también, al mismo tiempo que vamos aprendiendo de eso que contamos, también vamos aprendiendo de nosotros mismos. Mais également, il faut dire qu'au fur et à mesure que l'on apprend ce sur quoi on écrit, dans le même temps, peu à peu, on apprend à se connaître soi-même. Lo decía Víctor de su experiencia con el 23F o de su experiencia con el miedo y el silencio. Victor disait cela à propos de son expérience sur le 23 février 81, mais aussi à propos de sa connaissance de la peur et du silence. Pero también es no nosotros enfrentados con la historia, sino enfrentados con nuestro propio oficio de escritores. Mais ça concerne non seulement nous confrontés aux aléas de l'histoire, mais nous confrontés au problème de l'écriture, au problème du métier d'écrivain. Y al menos yo en mis novelas lo que intento es que sea una escritura que para nada dé soluciones de ninguna clase. Et ce que j'essaie de proposer dans mes romans, c'est une écriture qui ne soit en rien, pour aucune chose, une solution. Son esas novelas o esa escritura, que es a lo que me estoy refiriendo, esa escritura que a mí mismo y al lector o a la lectora le van a provocar más incertidumbres que certezas. Ce sont des romans, ou du moins une écriture, qui, au lecteur, à la lectrice, vont provoquer beaucoup plus d'incertitude que de certitude. En el último libro de José Manuel Caballero Bonald, que esta mañana se citaba en esta mesa, dans le dernier livre de José Manuel Caballero Bonald, que l'on citait ce matin à cette table, decía más o menos, qué palabra más horrible, la palabra certeza. Il disait plus ou moins quel mot horrible que le mot de certitude. Por lo tanto, al menos por mi parte, lo que intento es que lo que yo cuento, la manera de escribir lo que yo cuento, no dé seguridad de ninguna clase, sino que provoque dudas, incertidumbres, inseguridades. Et par conséquent, ce que j'essaye de proposer avec mon écriture, c'est que cette écriture n'apporte aucune certitude d'aucune sorte, et qu'elle provoque au contraire des doutes et des incertitudes. Me provocan mucho desasosiego las certidumbres, las seguridades, las certezas, mucho desasosiego. Les certitudes, les sûretés provoquent en moi beaucoup d'inconfort, d'intranquillité. Por eso, precisamente, lo que me gustaba en esta intervención es hablar de la escritura, del oficio de escribir. Et donc voilà, c'est ce que j'avais envie de faire dans cette intervention, c'était de parler du métier d'écrivain, de l'écriture elle-même. De que tenemos que tener un respeto a la gente que nos lee. Et aussi de dire il nous revient d'avoir le respect des gens qui nous lisent. Yo puedo decir en mis novelas lo que pienso de la memoria histórica. Je peux dire dans mes romans ce que je pense de la mémoire historique. Lo que pienso de la transición, lo que pienso del Partido Socialista, lo que pienso de todo lo que está pasando o de lo que pasó. Ce que je pense de la transition, ce que je pense du Parti Socialiste, ce que je pense de tout ce qui s'est passé ou qui se passe. Pero siempre me gusta decir,
huyendo, como decía Víctor, de ese maniqueísmo, siempre me gusta decir, a lo mejor yo no tengo razón. Mais j'aime aussi dire, en fuyant ce manichéisme qu'évoquait Victor, je me plais à dire que si ça se trouve, je n'ai pas raison. Y que la razón la tenemos que encontrar entre todos, los que piensan de una manera y los que piensan de otra. Et que la raison, il faut que nous la trouvions tous ensemble, ceux qui pensent d'une façon et ceux qui pensent d'une autre façon. Pero sobre todo hablando todos desde el mismo sitio. Mais surtout en parlant tous depuis la même position. Desde la incertidumbre, desde la inseguridad. Depuis l'incertitude, depuis l'insécurité. Y sobre todo, no convirtiéndonos en vendedores de crecepelos falsos como hacían en las películas del oeste. Et surtout, en ne nous transformons pas en vendeurs de lotion capillaire comme il en pullulait au Far West. Hay demasiados escritores convertidos en vendedores de crecepelos falsos. Il y a beaucoup trop d'écrivains qui se sont transformés en vendeurs de lotion capillaire vendables au Far West. Y digo que son falsos porque lo sé. Oui, et moi c'est parce que j'en ai utilisé un peu trop. Je vais pas poser trop de questions à Victor parce que sinon j'en aurai plus à 5 heures. Donc on continuera la conversation avec Victor à 17 heures. Je voudrais pour terminer demander à Kiko de venir sur cette question de l'écriture. Dans ta première intervention, on a pu penser que tu étais tout à fait à l'écart de toutes ces questions-là. En fait, quand on lit ce livre, Sauf qui peut Madrid, d'une autre manière reviennent des souvenirs, des descriptions, des décors, tout ce qui fait justement l'époque des années 60-70 à Madrid. Tant pis, je crame une de mes questions de demain. Pourquoi est-ce que 30 ans après, ce livre naît comme ça? Et quelle a été ton ambition sur l'écriture? Parce que, je le dis pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, c'est un livre qui est composé de courts textes, vraiment magnifiques, et qui compose comme ça tout un ciel qui propose une vision, alors fictionnée ou pas, on verra, ça on verra demain, hein, de ce qu'était Madrid dans les années, la fin des années 60 et les années 70. Déjà dire que dire après les mots d'Alphonse sur l'écriture qui sont magnifiques. S'il définit, ou je ne sais pas qui tu disais qui définissait l'écriture, il y en a des écrivains qui veulent être écrivains et d'autres qui écrivent. Ben moi je suis ni dans l'un ni dans l'autre, je vais me mettre j'ai commencé à écrire. En tout cas, j'ai écrit un livre, un peu, puisque je faisais d'autres choses, je travaillais plutôt dans le cinéma, l'art contemporain, et j'ai eu, vers 50 ans, c'est-à-dire il y a 3 ans, un besoin, je ne sais pas pourquoi, bon, si peut-être je peux retrouver des raisons, d'écrire ce livre sans y réfléchir, ni à sa forme, ni à la façon d'écrire, à part par l'expérience de la lecture ou de mes goûts personnels. Mais je l'ai fait d'une façon très, très inconsciente. Et justement, Dominique, tu disais que le livre est composé de chapitres. En fait, c'est des chapitres courts, c'est comme des petites histoires, comme des sainettes, des petites histoires parfois drôles, parfois tragiques, ça peut être un portrait que j'ai écrit de façon complètement désorganisée, sans respecter ni le temps, ni en fait au gré de la mémoire, au gré des souvenirs, mais de la mémoire dans un sens plus individuel, pas dans la mémoire générale, et évidemment en mettant chronologiquement toutes ces petites histoires, ça a fait un roman, et ça crée même une histoire d'un personnage qui est inspiré sur ma vie, mais bon, ça crée l'histoire d'un personnage, et même ça peut créer l'histoire d'une génération de post-franquistes, en fait, peut-être certainement, et surtout ce soir, je peux le dire, peut-être un peu écervelés, des gens qui ont continué à
continuer à vivre sans y réfléchir en pensant, mais d'ailleurs je pense que c'est même pas simplement un syndrome espagnol, c'est un syndrome général qui a pu avoir lieu en Italie avec le post-fascisme, en Allemagne après le nazisme. Donc en fait on s'est mis un bandeau et on a continué. Écoutez, moi malheureusement j'ai continué avec un bandeau, parfois je m'en enlève. Et dans ce livre, c'est sûr que je ne donne pas de réponse, encore tu l'as dit, donc tu as tout dit de toute façon. Donc peut-être je pose des questions ou je pose un décor et chacun va comprendre, je pense que les gens de ma génération peuvent se sentir identifiés. Et oui, peut-être dire quelque chose aussi qui m'a peut-être poussé à écrire ce livre, c'est la lecture de La recherche du temps perdu que j'ai lu depuis 7 ans, d'une façon un peu obsessionnelle, peut-être 5 fois d'un suivi dans l'ordre, dans le désordre. Donc la réflexion plus que sur la mémoire, sur le temps et les traces du temps et qu'est-ce qui nous reste de notre passé. Pourquoi on se souvient de certaines choses, Donc voilà. Le livre s'ouvre, on verra demain parce que je te demanderai de lire ce texte en premier. Ça s'appelle un teaser, ça. Le livre s'ouvre sur un texte magnifique, c'est l'histoire de forains qui amènent une énorme baleine sous une grande bâche comme ça à Madrid pour une attraction. Et c'est une allégorie du franquisme finissant qui est absolument extraordinaire. Voilà. J'en dis pas plus parce que c'est demain. Mais pour dire que avec ces scénettes, avec ces décors, avec ces personnages, il y a vraiment quelque chose qui se dit de cette Espagne-là et qu'au fond, on retombe sur le même mouvement. Voilà. Georges, tu as peut-être une dernière question à poser. Après tout, on n'est pas obligé de faire que traduire. Ou Dominique, non ? La salle, il y a peut-être une question ou deux, alors, si c'est possible. Non. On va continuer le chemin, donc le rendez-vous est à 17h avec Victor del Árbol, et puis d'ici là, si une question vous revient, vous arrêtez les écrivains dans les allées ou au bistrot. À tout à l'heure et merci beaucoup. Merci à tous.